Une question de Valérie Favret-Hart. Que peut-on répondre à un insoumis qui explique que pour le plan B, la menace de sortie de la France doit suffire, car sans la France, l'Union européenne ne peut exister ou ne peut persister? Tout ça, ce sont des... Ce qu'il faut répondre à ça, c'est que ce sont des affirmations gratuites, qui ne sont fondées que sur des affirmations. Voilà. Parce que... pourquoi... Il y a toujours... Ce qu'il faut répondre, c'est de poser cette question, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Le plan B, c'est... Nous, on propose de sortir de l'Union européenne. C'est de bon goût, c'est tout à fait simple. Enfin, je dis simple, il y a des choses à faire, bien entendu. Mais conceptuellement, c'est assez simple. On met en œuvre l'article 50. Voilà. C'est prévu dans les traités. On reste en bon terme avec les voisins. C'est ce que font les Britanniques. Ce que propose M. Mélenchon, c'est d'ailleurs, on n'y comprend rien, en fait. C'est un plan A, un plan B, un plan C, etc. Dans son plan B, il refuse mordicus de dire qu'il faut sortir de l'Union européenne. En revanche, il essaye d'inviter les gens qui lui font confiance, de les inviter à une réflexion qui consiste à faire une partie de bras de fer, c'est-à-dire à se fâcher avec nos partenaires. Moi, je suis désolé, c'est complètement irresponsable. Pourquoi se fâcher avec nos partenaires? Pourquoi se mettre dans notre tort? Soit, quand on est dans un club, on respecte les règles du club, ou bien on s'en va. On va pas dire « je reste dans le club » et changer les règles du club, parce qu'on va se mettre à dos tous les autres. Et c'est ce que propose M. Mélenchon. Et, sachant que par ailleurs, il ne veut pas en sortir. Parce que c'est très gentil de dire « on va faire une partie de bras de fer », mais encore faudrait-il que M. Mélenchon aille jusqu'au bout, soit prêt à en sortir. Or, ça n'est pas le cas. En réalité, tout ça me met très mal à l'aise parce que ce qui se cache derrière la pensée de Mélenchon, c'est en fait du nationalisme. Qu'est-ce que c'est que le nationalisme? C'est vouloir imposer sa vision des choses aux autres. C'est qu'une nation veut imposer aux autres sa façon de concevoir le monde. Ça, c'est le nationalisme. C'est ce qui mène à la guerre. Monsieur Mélenchon dit la France, c'est la France, donc sans nous, donc on va imposer. Ça veut dire qu'il veut imposer les intérêts de la France aux autres. Je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas ou qui ne l'auraient pas bien perçu que sur ces fameux débats sempiternels, il faut changer d'Europe, il faut une autre Europe, je suis le seul à expliquer que la question préalable à se poser, c'est la suivante, c'est une question toute bête, hein, c'est souvent les questions bêtes qui sont les meilleures, hein, encore un proverbe chinois. Il vaut mieux avoir l'air bête 5 minutes que de le rester toute sa vie. Posez-vous la question, pourquoi l'Europe est-elle comme elle est? Les gens qui vous disent « oui, il faut changer, on a cette Europe-là, on n'en veut pas, on va en changer, etc. » Toutes les personnes qui vous disent ça, répondez-leur « mais pourquoi est-ce que l'Europe, elle est comme elle est ?» D'un seul coup, vous verrez que vos interlocuteurs ne sauront pas quoi vous répondre. Et vous pourrez à ce moment-là enfoncer le clou en disant que, de la vérité, ça fait 60 ans, depuis le traité de Rome du 25 mars 1957, qu'on construit l'Europe. Depuis 60 ans, il y a eu des négociateurs, des plénipotentiaires, venant des ministères des Affaires étrangères, de l'industrie, du commerce, de l'économie, etc., et j'en passe, qui se sont réunis dans des cénacles pour essayer de bâtir des traités européens, de faire des avancées, dans le cadre de ce dogme qui postule que de toute façon nous devons nous entendre. Donc au début c'était à 6, entre 1957 et 1972, puis à 9, avec de 72 à 81, puis à 10 avec l'entrée de la Grèce, puis à 15 avec l'entrée de la Finlande, de la Suède et de je ne sais plus qui, de l'Autriche en 1995, puis à 25 avec les pays de l'Est, puis à 27 avec la Roumanie et la Bulgarie, puis à 28 avec la Croatie. À chaque fois, il y a eu des négociations avec de plus en plus de monde représentant des pays dont les intérêts sont totalement opposés. Et puisqu'il y a un dogme qui dit que nous devons nous entendre, et que même si on est de plus en plus nombreux, on doit quand même s'entendre, eh bien, il y a eu des marathons à Bruxelles, crise de la dernière chance, sommet de la dernière chance, crise de nerfs à Luxembourg, etc. Enfin, tous les gens qui ont un tout petit peu suivi les événements d'actualité depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans savent que
les journaux, les radios, les télévisions n'ont pas arrêté tous les 6 mois de dire que c'était la dernière chance, c'était une nouvelle crise en Europe. De crise en crise, il a bien fallu, pour faire avancer le schmilblick, que tout le monde y mette un peu du sien, que toutes les délégations cèdent des intérêts. Il se trouve que les pays du nord de l'Europe, à mon avis, qui sont des pays plus pragmatiques, qui sont moins sensibles aux dogmes, qui d'ailleurs ont souvent adopté la religion protestante, etc. Je pense au Royaume-Uni, je pense à la Scandinavie, je pense aux Pays-Bas, je pense à ces pays qui ont eu tendance structurellement à avoir des négociateurs plus agressifs, qui voulaient défendre mieux leurs intérêts nationaux. En revanche, les pays du sud de l'Europe, la France, l'Italie, l'Espagne, qui sont des pays catholiques romains de tradition, qui sont plutôt des pays dogmatiques, qui aiment les idées générales, ont peut-être été plus tentés de temps en temps de céder un petit peu plus au nom de l'intérêt général. Quoi qu'il en soit, de négociation en négociation, on a cédé des pans entiers de notre souveraineté nationale. Pas seulement la France, mais les autres aussi. L'idée que maintenant quelqu'un va arriver, telle une Vénus anadyomène sortant des ondes, vous savez, comme dans le tableau de Botticelli, qui a de la Renaissance, qui est au musée des Offices à Florence. Bon. Que d'un seul coup, telle une Vénus sortant des ondes, on va arriver monsieur Mélenchon ou monsieur Tartampion qui va dire non, moi je veux changer l'Europe, vous allez changer ça, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les autres pays devraient être là bouche bée en disant pour faire plaisir à la France, on va se faire harakiri, on va revenir sur des gains que nous avions obtenus, qu'avaient obtenus nos négociateurs il y a 5 ans, 7 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans, pour se faire plaisir à la France. Mais ça n'aura jamais lieu. Ça n'aura jamais lieu. D'ailleurs, ça n'a pas lieu. Vous avez vu comment Macron, là, on allait voir ce qu'on allait voir sur la directive des travailleurs détachés, sur la taxation des GAFA, etc. Rien. De la poudre aux yeux. Rien. Il n'obtient rien. Donc, l'idée selon laquelle on va faire une partie de bras de fer, c'est une idée beaucoup plus dangereuse parce que ça nous mène directement à la guerre. Beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus responsable, beaucoup plus conforme à tout simplement au monde réel, est la position que je défends depuis plus de 10 ans, qui consiste à dire, écoutez, ce système ne convient pas, ce système ne marche pas. Il est faux que nous devions fusionner avec la Lettonie. C'est un concept antédiluvien qui remonte à Dante Alighieri et au début du XIVe siècle, fin du XIIIe siècle, dans la Divine Comédie, l'idée d'une espèce de chrétienté unie, comme ça, sous l'autorité, Dante il était gibelin, était favorable au Saint-Empire romain germanique. C'est une idée qu'on a vu traverser les siècles. Il y a eu l'abbé Dubois, il y a eu des tas de gens qui se sont mêlés de ce genre de trucs. Et puis il y a eu le discours de Victor Hugo de 1849 au Congrès de la Paix qui consiste à vouloir fusionner l'Europe. Mais c'était une vision du monde européocentriste, comme on dit, c'est-à-dire centrée sur l'Europe. Victor Hugo, en 1849, quand il lance l'idée des États-Unis d'Europe, il considère que le monde doit être dirigé par l'Amérique du Nord et par l'Europe, le monde blanc, et qui a vocation à coloniser le reste de la planète. Il le dit d'ailleurs dans son discours au Congrès de la Paix, où il parle des fameux États-Unis d'Europe. Allez le voir, c'est en partie sur notre site internet, le discours de Victor Hugo. Vous allez en apprendre de belles. C'est un discours colonialiste, en fait. Il dit on va rendre l'Afrique à l'homme, l'Asie à la civilisation, on va défricher les déserts, on va faire des colonies. À partir du moment où il y a des colonies qui font, il n'y aura plus de révolution. Enfin, c'est un discours incroyable, le discours de Victor Hugo de 1849. Bon. C'est plus... On est en 2017. On n'est plus du tout dans le même univers. La France, aujourd'hui, a des liens avec l'Allemagne, bien entendu, avec le Royaume-Uni, avec l'Italie, bien sûr. Mais les liens qu'elle a avec la Lettonie, l'Estonie, la Slovaquie, Chypre sont des liens, ou la Bulgarie, sont des liens qui sont faibles par rapport aux liens beaucoup plus importants que nous avons avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Mali, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, enfin les 2 Congos, Madagascar, le Liban, la Syrie, etc., Haïti, le Vietnam, le Cambodge, et au-delà des anciens pays de l'Empire français, aussi avec le Japon, la Russie, l'Inde, le Brésil. Le monde d'aujourd'hui est un monde ouvert. Donc, il n'est pas... C'est vraiment ce que nous aussi on apporte avec l'UPR, c'est que nous disons, le principe même
de la construction européenne est un principe ringard. C'est quelque chose qui n'est pas du tout conforme à l'ère du temps. D'ailleurs, regardez les jeunes générations. Quand quelqu'un, un jeune qui a 19, 20 ans, 22 ans, etc., quand il veut aller faire une expérience à l'étranger, il ne rêve pas d'ailleurs en Allemagne ou au Danemark. Non. Il rêve d'aller où? Il rêve d'aller au Canada, il rêve d'aller en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine, au Japon, au Brésil. Voilà. Le monde d'aujourd'hui, il est comme ça. Et nous voulons tout simplement que la France, elle soit en phase avec le monde. Nous disons, il faut en finir avec cette vieille lune de construction européenne qui nous mène d'ailleurs directement à la guerre, qui nous mène directement au choc des civilisations, puisque ce qui sous-tend cette construction européenne, c'est l'idée que nous avons des ennemis héréditaires qui seraient le monde musulman, qui serait la Russie de Poutine, etc. C'est ça qui ne va pas.